Une simple petite égratignure, on pense que ce n'est rien du tout. Et pourtant, parfois, c'est une porte grande ouverte pour des envahisseurs microscopiques absolument redoutables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux de ces infections un peu cachées qui commencent souvent de manière très anodine. On s'est tous déjà fait une petite coupure, n'est-ce pas? On met un pansement et on n'y pense plus. Mais imaginez une seconde que cette petite brèche devienne la porte d'entrée d'un ennemi invisible. Que se passe-t-il vraiment, juste sous notre peau? Eh bien, la réponse est exactement ça, une invasion. Une invasion qui ne fait pas de bruit, qui est lente, silencieuse, mais qui est capable de déformer et même de détruire nos tissus de l'intérieur. C'est ici que notre enquête commence. Alors, notre premier envahisseur a un nom un peu étrange, le mycétome. C'est une infection qui progresse d'une manière très particulière grâce à ce que les scientifiques appellent des grains. Et là, attention, c'est un point super important. Parce que quand on dit mycétome, en fait, on parle de deux maladies complètement différentes. D'un côté, on a le mycétome. Lui, il est provoqué par un champignon. Et franchement, les traitements sont peu efficaces, ça se termine souvent par une amputation. De l'autre côté, il y a l'actinomycétome. Ça, c'est une bactérie. Et là, bonne nouvelle, ça se traite avec des antibiotiques à long terme. La différence est énorme. Faire la distinction le plus tôt possible peut littéralement sauver un membre. Ok, mais alors, comment on fait la différence? C'est là que ça devient fascinant. La maladie produit des grains, qui sont en fait des amas du microbe. Et leur couleur, c'est un indice crucial. Si les grains sont noirs, pas de doute, c'est un champignon. S'ils sont rouges, c'est une bactérie. Bon, ça se complique un peu pour les grains blancs ou jaunes. Là, ça peut être l'un ou l'autre et il faut des analyses plus poussées. C'est un vrai travail de détective. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons voir comment cette infection se développe concrètement. Comment est-ce qu'elle arrive à passer sous les radars pendant si longtemps? Le mycétome, c'est un véritable maître du camouflage. Tout commence par une blessure qu'on a souvent oubliée. Puis, une petite bosse indolore apparaît, et après plus rien. Pendant des mois, parfois des années, c'est ça qui est piégeux. Ce n'est que bien plus tard que tout s'accélère. Des sortes de tunnels, les fistules, apparaissent, la zone se déforme, et l'infection finit par s'attaquer aux os. Et voilà l'un des signes les plus terribles de la maladie à un stade avancé. L'infection ne se contente pas de toucher l'os. Elle le dévore littéralement de l'intérieur en créant ce que les médecins appellent une structure en nid d'abeille. Les dégâts à ce stade sont souvent irréversibles. On en revient donc à ce point essentiel. D'un côté, un traitement par antibiotique qui peut guérir la personne. De l'autre, la chirurgie radicale comme seule et unique option. On comprend bien mieux maintenant pourquoi un diagnostic précoce et précis peut absolument tout changer. Allez, on laisse le mycétome de côté pour s'intéresser à notre deuxième envahisseur. Il est tout aussi discret, mais son mode opératoire, lui, est bien différent. Parlons de la sporotrichose. Celle-ci porte un surnom bien plus connu, la maladie des rosieristes, et ça dit à peu près tout. On l'attrape souvent en jardinant, en se piquant avec des épines de rose ou d'autres végétaux qui portent les spores d'un champignon, le Sporotrix schenki. Mais attention, ce champignon-là, il a un truc en plus, une sorte de super pouvoir, une capacité de transformation qui est la clé de son efficacité. Alors, allons-y, découvrons ensemble cette incroyable transformation. Et voilà son secret. On appelle ça le dimorphisme. C'est assez bluffant. Quand il est dans l'environnement à température ambiante, le Sporotrix est une simple moisissure filamenteuse. Mais une fois qu'il entre dans notre corps, à 37 degrés, hop, il se transforme complètement en levure. C'est cette métamorphose qui lui permet de déjouer nos défenses immunitaires et de se propager. C'est un exemple juste parfait d'adaptation. Et contrairement au mycétome qui s'étend en profondeur, la sporotrichose a une signature clinique très reconnaissable. Après le premier nodule, d'autres vont se former, mais en suivant le trajet des vaisseaux lymphatiques. Ça crée une ligne de nodules sous la peau qui ressemble vraiment à un chat-pied. C'est un signe clinique quasi unique à cette maladie. Au microscope, on va chercher des levures typiques en forme de cigare. Mais la preuve ultime, c'est de le piéger en flagrant délit. En laboratoire, on le cultive à 2 températures, on le voit passer de moisissure à levure, et ça, c'est la confirmation de son identité de métamorphe. Heureusement, une fois qu'il est démasqué, des traitements efficaces existent et fonctionnent bien. Bon, après avoir exploré ces deux maladies, la question évidente, c'est, bien sûr, comment est-ce qu'on peut s'en protéger? La bonne nouvelle, c'est que la prévention repose sur des gestes de bon sens. Il faut porter des vêtements protecteurs, des chaussures fermées, surtout quand on jardine ou qu'on travaille la terre. Il faut bien désinfecter la moindre petite plaie. Et surtout, il faut consulter un médecin si une lésion ne guérit pas. La vigilance, ça reste vraiment notre meilleur allié.
Le mycétome, la sporotrichose, ce sont deux exemples frappants de ces pathologies qu'on appelle négligées. Elles affectent des millions de personnes dans le monde, mais restent dans l'ombre. Et ça nous force à nous interroger sur tous les autres défis sanitaires qui, peut-être, échappent encore à notre attention collective.